Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour tout le monde et bienvenue, nous sommes sur Radio Lac puisque nous sommes jeudi et qu'il est 14h et pendant une heure nous parlons économie également sur One TV. C'est en accès libre, vous le savez, vous vous en servez chaque jour un peu plus et je vous en remercie. OneTV.ch. L'économie à Genève, il y a plein de choses mais on peut quand même s'arrêter un petit peu sur la croissance et la décroissance, des notions qui sont au cœur d'une étude dont nous parlerons avec Sylvain Weber, qui en est le co-auteur de cette étude un peu plus tard dans cette émission. Comment bien fixer les prix ? Puisque quand on achète quelque chose, parfois, on trouve que c'est trop cher. Oui, mais alors on fait comment pour arriver à ajuster un petit peu les choses ? Nous le verrons avec une entreprise qui s'appelle Pricing One, qui nous rejoindra un petit peu plus tard également dans cette émission. J'aimerais dire bonjour à Nathalie Harding qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Benjamin. Directrice du département politique de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Hier, Guy Parmelin nous a dit si effectivement il faut que nous ayons des économies d'énergie, voilà tout un paquet de mesures, parmi lesquelles arrêter de regarder les services en streaming, laver son linge pas au-delà de 40 degrés, ne pas le sécher. Qu'est-ce que vous en pensez à la CCIG ? Alors, on va étudier en détail les ordonnances de manière à prendre position, puisque la consultation est ouverte jusqu'au 12 décembre. Ce qui nous intéresse particulièrement à la Chambre, évidemment, c'est plutôt le côté entreprise, plutôt que le côté particulier. Et nous avons justement prévu le 8 décembre d'organiser un webinaire avec SIG, le département de l'économie, avec d'autres associations économiques, pour expliquer aux entreprises que ce qu'il faut vraiment faire maintenant pour éviter les problèmes en cas de contingentement, voire et surtout de délestage, c'est de préparer des plans de continuité, d'identifier quelles sont les activités qui sont critiques dans l'entreprise et donc être vraiment prêt au cas où des périodes de délestage arriveraient. Un petit peu comme on le fait dans un hôpital, par exemple. On identifie l'essentiel. Exactement. On pense que ce sera en particulier... je ne veux pas dire que la crise est passée, loin de là, mais il faut rester prudent et surtout être très prudent pour l'hiver d'après, parce que la situation ne va pas forcément s'améliorer. Oui, et Guy Parmelin, d'ailleurs, lui-même le disait, c'est la situation du pire. C'est pour ça qu'il faut être préparé. C'est donc le 8 décembre. Le 8 décembre, entre midi et 2, un webinaire. Sur notre site internet, vous trouvez l'adresse. ccig.ch. Et nos premiers invités, les voici, bienvenue. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Bonjour Marcus Operger. Bonjour Benjamin. Vous êtes directeur de la division du droit et des services consultatifs de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Bonjour Audrey Roland. Bonjour. Vous êtes managing partner chez André Roland SA et également juge au tribunal fédéral des brevets. On va parler propriété intellectuelle, on va parler de Genève, parce que Genève, bien sûr c'est notre ville, c'est un fleuron à l'international, mais c'est aussi une marque. On a tendance à l'oublier, ça. Oui, j'aurais plutôt tendance de vous donner raison. C'est une sorte de marque. Genève, c'est connu à travers de ses activités à l'international, soit politiques, soit aussi commerciales. On pense horlogerie, on pense salon de l'automobile, on pense aussi le tourisme. Donc, on peut dire, même si... Si vous voulez, techniquement parlant, techniquement, juridiquement parlant, ce n'est pas une marque, mais Genève, l'expression, l'indication de provenance, d'origine, ça fonctionne comme une marque, c'est connu et ça a de la valeur. Est-ce que n'importe qui peut utiliser ce nom ? Est-ce que moi, demain, je peux créer Vive Genève SA et puis, je sais pas, moi, vendre des petits jets d'eau, des boules à neige jets d'eau, voilà. Possible ? Oui. D'accord, très bien. Je confirme. Je crée mon business plan, alors je vous en reparle après. Tout à fait. Je pense qu'il convient quand même de faire la distinction entre usage de l'indication, du nom, du jet d'eau, par exemple, l'image, etc., et de acquérir des droits exclusifs. Parce qu'à partir du moment où vous avez un droit exclusif sur ce genre de signe, vous pouvez exclure d'autres de l'utiliser. Et là, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. On va revenir sur la... Vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être effectivement, donc, en complément de ce qui a été dit. Donc, le terme Genève en tant que tel, il est libre d'usage. Je veux dire, personne, comme l'a dit mon collègue, ne peut se l'approprier. En revanche, on peut faire des marques, et il en existe beaucoup. Si vous regardez le registre suisse des marques, beaucoup de marques qui contiennent le mot Genève. Et c'est toujours en association avec autre chose. Donc une marque, pour qu'elle soit aussi protégeable, elle doit être ce qu'on appelle distinctive, par opposition à descriptive. Elle ne peut pas être descriptive.
Et donc, oui, en matière d'horlogerie, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de sociétés genevoises qui ajoutent le terme Genève, parce qu'effectivement, le terme Genève, ça fait vendre à ça fait l'international, vendre. hein, Voilà. évidemment. Alors Voilà. justement, on va revenir sur l'aspect genevois un peu plus tard. Restons sur l'aspect ça fait vendre finalement et l'importance de cette notion de propriété intellectuelle dans l'économie. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas se permettre de se faire voler une idée. Entièrement d'accord. Donc nous, à l'OMP, par exemple, chaque année, on publie l'index l'index mondial de l'innovation. Et dans cet index-là, on regarde un peu quels sont les pays les plus innovatifs parmi nos États membres. Il y a un ranking, si vous voulez, de 132 pays. Et bonne nouvelle pour la Suisse, que ça fait déjà beaucoup d'années que la Suisse, en tant que pays, occupe la première place. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de relever que dans cette ranking, où la publication est toujours assortie d'un certain nombre des études, et on a étudié l'importance de l'intangible de la propriété intellectuelle au sein des entreprises, et on a vu par exemple que les 20 entreprises américaines les plus valables, et on a comparé la valeur de ces entreprises, la valeur en bourse, avec la valeur des biens intangibles qu'elles détiennent. Et on s'est rendu compte que ça fait 92% de leur valeur est en fait exprimée en valeur de biens intangibles, pratiquement 100%. Donc pratiquement toute la valeur de ces entreprises-là, C'est intangible. C'est intangible. Ouais. La propriété intellectuelle, on l'appelle aussi propriété immatérielle, par opposition justement à la matière. Puis justement, nous, la Suisse, on n'est franchement pas très riche en matière, hein, je veux dire, en Ah, on n'a pétrole. pas de pétrole mais des idées, c'est le fameux. Ben voilà, c'est un autre pays qui l'a plutôt dit, je crois, mais la Suisse, on peut le dire encore plus que l'autre pays. Et donc justement, on a la possibilité d'avoir une exclusivité. En général, bon, pour les marques, c'est indéfini. On peut se protéger. La marque Coca-Cola existe depuis plus de 100 ans. Et puis pour les brevets d'invention, donc les inventions technologiques, on peut avoir une exclusivité commerciale pendant 20 ans. Et ça, c'est quelque chose. Par exemple, l'industrie pharmaceutique, c'est une nécessité d'avoir cette forme d'exclusivité qui est aussi un monopole. Et après, il faut savoir se réinventer. Exemple très concret, les capsules Nespresso. Un jour, le brevet est tombé. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est pour ça qu'ensuite, les supermarchés, etc., ont pu créer leurs propres capsules. Donc, Nespresso a dû se dire, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, ça favorise aussi l'innovation. Vous avez parfaitement raison, c'est ça. Donc, on peut avoir cette exclusivité. Là, en particulier, la capsule, c'est en 1976 qu'elle a été inventée. Donc, en 1996, c'était déjà le domaine public. Les autres acteurs Nespresso ont un peu tardé à se mettre sur le marché, mais ils avaient déjà la possibilité à partir de 1996. Puis, comme vous l'avez dit très justement, ça motive. Tout le système déjà des brevets est créé pour cela, pour inciter à l'innovation, pour favoriser l'innovation. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est que alors, la Suisse est très bien, est en top de ce classement sur l'innovation de l'OMPI. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait de si dingue? C'est-à-dire quand on se balade en Suisse, bon ben voilà, l'image de la Suisse, c'est un peu toujours la même. Hein, c'est nos campagnes, nos montagnes, notre jet d'eau à Genève, et voilà, et nos pistes de ski. En fait, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. C'est d'un côté la formation, la technologie, l'accès à la technologie, L'innovation, l'innovation output, comme on le dit, donc le nombre de brevets déposés, mais aussi l'accès aux capitaux. C'est aussi très important. Donc, de pouvoir lever des fonds pour commercialiser les inventions. Et tout ça fait que, tout cet ensemble, si vous voulez, fait que la Suisse, pendant des années, déjà occupe la première place. donc Je pense qu'on a vraiment des conditions cadres aussi fantastiques. Et d'ailleurs, j'avais un collègue, quand je travaillais à l'étranger dans une organisation internationale, qui disait, moi, dans mon pays, que je ne citerai pas, un pays européen, on va dire comme ça, quand on se balade dans les villages, dans la campagne, en général, il y a quoi? Il y a peut-être une église, une école, une mairie, ou voilà, quelque chose comme ça, et c'est tout. En Suisse, si vous vous baladez en Suisse, puis vous regardez presque chaque village, je ne veux quand même pas trop exagérer non plus, mais dans pratiquement chaque agglomération, il y a une petite usine, une petite industrie, etc. Et donc l'industrie, on le sait, dans le Jura, l'horlogerie, presque chaque village, localité a une manufacture ou quelque chose de ce type-là. Ça, c'est la Suisse. On a aussi vraiment un environnement très, très fertile à ce niveau-là. C'est vrai, la vallée de Joux, vous avez un lac et 112 industries horlogères. Donc, finalement, pour nuancer un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées et surtout donc de quoi les financer. Hein, on va continuer de parler. Et puis la Suisse, en termes je dirais, de combativité, elle est peut-être neutre au niveau, on va dire, politique, mais en matière d'économie, je peux vous dire qu'elle n'est pas neutre. Parce que la propriété intellectuelle, c'est aussi assez guerrier, ça, mais c'est une guerre qui est, on va dire, un peu plus propre à certains égards.
Et la Suisse, pour ça, justement, on est leader parce qu'on voit qu'avec cette arme, qui est la propriété intellectuelle, on peut aussi assurer des protections à l'international. Parce que, bien évidemment, une entreprise qui est basée à Genève, qui a une certaine activité en général, elle cherche à se protéger bien au-delà du territoire genevois, bien au-delà du territoire suisse, bien au-delà du territoire de l'Union européenne. Oui, demain le monde. On continue de parler de tout ça. Vous restez avec nous. Nous parlons économie sur Radio Lac et sur One TV. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Nous nous intéressons à la propriété intellectuelle, toujours en compagnie du directeur de la division du droit et des services consultatifs de l'OMPI, ça tombe bien, Marcus Opperger, et en compagnie d'André Roland, qui entre autres est juge au tribunal fédéral des brevets. Vous disiez il y a quelques instants, André Roland, que finalement il y a une véritable guerre là-dedans, parce que j'imagine bien que quelqu'un qui va déposer une marque, si la marque marche bien, moi je peux essayer de déposer à peu près la même chose, avec une lettre en plus, une lettre en moins, essayer de lui piquer son business. Pour comprendre peut-être un peu mieux la propriété intellectuelle, on peut faire beaucoup d'analogies avec le monde, j'ai envie de dire, réel, le monde matériel. Je veux dire, comme une armée qui cherche à s'approprier un territoire. C'est peut-être pas des bonnes analogies que je suis en train de faire ces temps, mais la propriété intellectuelle, c'est un peu la même chose. On cherche, entre guillemets, à s'approprier un marché, d'avoir justement cette exclusivité, et on essaye aussi pour les autres de trouver des astuces pour quand même pénétrer dans le marché tout en évitant de se faire attaquer. C'est exactement ça. Et donc, dans la propriété intellectuelle, quand quelqu'un se protège, une marque, un brevet ou un design, par exemple, il y a une forme de couverture par équivalence aussi, mais après, il y a aussi des moyens d'interpréter aussi la protection, et ça donne justement lieu à toute une activité, on va dire, parallèle aussi. Mais est-ce qu'on peut absolument tout protéger ? Par exemple, l'exemple du poinçon Genève, par exemple, dans l'horlogerie, ça c'est protégé ou pas ? Oui, c'est protégé. On peut pas tout protéger, il y a une exclusion de la protection. C'est important quand même que qu'on appelle le domaine public reste accessible aussi aux concurrents, parce qu'il n'y a pas un seul horloger ou un seul manufacture d'horlogerie à Genève, il y en a plusieurs. Donc, dans ces cas-là, on parle aussi des signes collectifs. Donc, c'est une collectivité de producteurs, par exemple, qui a accès à ce signe ou à ce nom. Notamment, un très bon exemple, vous restez dans la matière, ce sont les montres suisses. Vous avez beaucoup de producteurs des montres suisses, et quand même l'indication suisse pour le monde, ça doit quand même rester utilisable et ouvert pour tous les producteurs qui remplissent certaines conditions. Et c'est ça le détail qui est parfois compliqué. Comment définir ça ? Qu'est-ce que c'est une montre suisse par rapport à une montre genevoise, par exemple, et qui a le droit d'utiliser ? Et ces notions-là, est-ce qu'elles évoluent dans le temps ? Une fois qu'elles sont fixées, voilà, une montre suisse, c'est ça. Non, ça évolue notamment en agriculture. Un très bon exemple, ce sont les appellations d'origine pour le vin. Et une fois vous avez une appellation qui est de succès, les voisins aussi, ils veulent l'utiliser, ou eux qui sont exclus, parce que la question toujours très, très délicate dans le contexte, c'est comment définir les frontières. Et on voit que dans beaucoup de vignobles, au fil des années, donc les territoires des appellations ont agrandi. Un très bon exemple, c'est la Côte-Rôtie, dans la vallée du Rhône. C'est un vignoble très, très fameux parce qu'il date des temps de Romains, et à l'origine, c'était que la pente. Si vous passez à l'autoroute, vous voyez ça, c'est la pente. Mais vu que le vin est très précieux et très cher, d'autres voulaient aussi utiliser l'appellation. Finalement, elle a été étendue, et maintenant, ça couvre aussi une partie du plateau. C'est plus que la pente. C'était pas la Chine qui crée du vin mousseux et qui s'était dit on va renommer la région Champagne, comme ça on pourra dire on fait du champagne. Il y a aussi un village en Suisse. Il y a le fameux village bord des lacs Neuchâtel. Qui s'appelle Champagne. D'ailleurs, il y a aussi une région ici dans le canton de Genève, la Champagne. Non Oui. Et on y fait du vin, non ? Sauf erreur. Ah bah ça sans doute, mais non mais alors, ça c'est une question peut-être pour le juge que vous êtes. Si dans le village de Champagne, qui n'a rien à voir avec le village en France de Champagne, on fait du vin mousseux, c'est du champagne. Oui. Alors moi je suis juge en brevet, c'est une question de marque. J'ai essayé de tirer encore en touche, en corner. Mais disons, oui, d'une certaine manière, oui. Mais là, après, il y a vraiment la politique aussi qui est arrivée, parce que quand il y a eu cette polémique, il y a de cela longtemps, à l'époque de Suissaire encore, avec Champagne. Je dois intervenir, c'est du vin mousseux, c'est pas du champagne, c'est vraiment le mousseux qui vient de la Champagne. Par rapport, peut-être juste pour rebondir aussi par rapport à votre question d'avant, est-ce qu'on peut tout protéger ? Donc, d'abord, il faut peut-être souligner que ça doit être des créations de l'être humain, pour l'instant. Bon,
on peut parler des créations de l'intelligence artificielle, ça c'est tout un sujet. Mais disons, qui en pour principe, des peintures, etc. voilà. Mais disons, c'est en principe, il faut que l'être humain fasse quelque chose pour envisager une protection. En d'autres termes, si c'est une découverte, quelque chose qu'on peut découvrir dans la nature, on ne peut pas le protéger. Ensuite, en matière d'invention technologique, il y a des secteurs où on ne peut pas protéger. Par exemple, les inventions qui concernent les traitements chirurgicaux ou les méthodes de traitement thérapeutique ou de diagnostic, par des fins plutôt éthiques. On a le législateur dans beaucoup de pays, pas aux États-Unis, a prévu justement une exclusion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approprier une technique j'allais parler en anglais, chirurgicale. Et c'est donc pour permettre aux hôpitaux de pouvoir sauver des vies sans être tout d'un coup attaqués en justice parce que la méthode chirurgicale fait l'objet d'un brevet. Et c'est ce qui est très difficile sur. Alors, je ne vais pas vous demander de commenter, mais sur les notions de Covid, où il y a des brevets dedans et certains disaient il faut rendre ces brevets absolument ouverts pour éviter d'eux. Donc, c'est toujours la même chose. C'est où ça démarre, où est-ce que ça démarre? Il y a beaucoup. Je pense déjà un gros problème, c'est une incompréhension de la propriété intellectuelle avec respect, par beaucoup d'acteurs économiques, politiques. La propriété intellectuelle, encore une fois, au départ, c'est quelque chose de très social. Les brevets, la volonté du législateur, quand elle était créée, comme l'a dit mon collègue il y a déjà très longtemps, même les pays communistes l'ont adopté. Pour vous dire. Et donc, justement, il y a ce système qui est là. Et puis, il y a des mécanismes qui existaient déjà avant la Covid pour permettre justement la production, notamment de vaccins, sans qu'il y ait un frein à cause de la propriété intellectuelle. Ça existait déjà. Il me reste deux questions, une chacune. Qu'est-ce qu'on risque si on abuse des notions de propriété intellectuelle? Je reviens sur mon histoire de Genève. Voilà, moi, je crée Genève. Voilà, qu'est-ce que je risque? Souvent, contrairement par exemple à la loi de la route, quand on commet une infraction, il y a des radars qui nous flashent ou des policiers qui nous arrêtent. Dans la propriété intellectuelle, il n'y a pas des radars automatiques ou il n'y a pas une police de la propriété intellectuelle. En d'autres termes, vous êtes juge. Oui, mais disons, il faut que je sois sollicité. Et qui le sollicite, c'est quelqu'un qui se sent lésé. Donc, et c'est là le problème, c'est-à-dire qu'au principe, par exemple pour Genève, ça c'est encore plus délicat. J'en discutais avec mon associé dans mon cabinet qui est spécialiste en marque. C'est déjà plus délicat. Si c'est une marque, une société horlogère genevoise qui se fait contrefaire, là elle peut agir. Mais quand c'est Genève, c'est pas vraiment une société, donc il faut qu'il y ait d'autres instances, d'autres organismes qui entrent en œuvre pour protéger la place de Genève. C'est déjà plus compliqué. Au niveau de Genève, donc bien sûr. Label Genève. C'était ma question. Et concernant l'OMPI, donc il y a dans le monde 197 pays reconnus par les Nations Unies, dont 193 États membres. Ils font tous partie aussi de l'OMPI. L'OMPI, finalement, vous faites quoi très concrètement? Vous recensez toutes ces notions de brevets, de marques? Oui, on fait ça. On travaille avec ces États membres, on travaille avec le gouvernement, notamment pour développer des nouvelles normes internationales pour la protection des droits d'auteur, des marques, du brevet, etc. Mais ce qu'on fait aussi, et c'est un aspect très important, on est responsable de l'administration de certains registres internationaux qui permettent aux acteurs commerciaux de déposer soit des marques, soit des dessins de modèles industriels, soit de brevets, qui, grâce à ces dépôts internationaux vont obtenir une protection carrément internationale. Ça veut dire au-delà du territoire où ils étaient protégés pour la première fois. Un éclairage extrêmement nécessaire et bienvenue. Merci beaucoup, Marcus Opperger, directeur de la division du droit et des services consultatifs à l'OMPI, André Roland, juge au tribunal fédéral des brevets. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Quel est le juste prix? Eh bien, écoutez, on va se poser la question avec Guillaume Dirks. Bonjour. Bonjour. Madame. Vous êtes le CEO de Pricing One. Alors, Pricing One, l'idée, c'est justement d'établir le bon prix à tous les niveaux de la chaîne, finalement. Oui, tout à fait. Donc, on parle toujours du juste prix, mais on devrait plutôt parler du juste équilibre entre prix et valeur. Donc, Pricing One, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc, nous sommes un cabinet de conseil suisse et plus spécifiquement genevois, nous sommes situés à Versoix, spécialisés dans le développement et l'optimisation de stratégies de prix et de croissance de revenus pour les biens et services de consommation. Parce que quand vous parlez de valeur, là, il y a une notion qui est très importante. Si demain, je crée Genève Cola, dont j'aurais déposé le brevet, je rassure tout le monde, ça aura sans doute moins de valeur que Coca-Cola, qui est très connu depuis tant d'années. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle, de l'anglicisme, le pricing power. Donc, une marque très connue comme Coca jouit d'une grande
pricing power, peut-être pas vous au début. Donc vous devrez venir avec des arguments qui créent beaucoup de valeur chez les consommateurs pour pouvoir jouir de même ordre de prix. Sinon, vous devez vous ajuster. C'est ça la valeur, le prix. Oui, ce que je me disais, quand on parle de juste prix, ça fait un peu de vous le Philippe Risoli du marché, mais je veux dire plus sérieusement, on le définit comment ce prix correct, ou en tout cas ce bon équilibre? Alors, oui, très bonne question. Pour illustrer ça, peut-être qu'on peut se poser la question, c'est quoi un prix qui n'est pas juste? Un prix qui n'est pas juste, c'est par exemple, voilà, vous avez dit... Pas mal de restaurants à Genève dont on peut parler. Oui, si jamais. ne mentionnez pas tous les noms, mais c'est vrai que le prix pas juste, par exemple, c'est vous décidez d'offrir des voitures de fonction plaquées or à tout le monde dans votre entreprise. Donc, vos coûts augmentent, vous devez les répercuter. Le prix n'est pas nécessairement juste, puisque le consommateur final n'a que faire des voitures plaquées or de votre entreprise. Le prix pas juste pourrait être de dire, par exemple, votre montre que vous avez pour l'instant, si je suis le fabricant, je vais m'ajuster sur une autre marque, une marque concurrentielle. Ce n'est pas nécessairement non plus le prix juste, puisque, comme votre exemple Coca-Cola, on ne sait pas quelle est votre valeur relative. Le juste prix, c'est quoi? C'est en fait de comprendre quelle est la valeur créée auprès des consommateurs pour le bien ou le service. Et si vous pouvez le quantifier, et c'est quantifiable, vous pouvez en définir le bon prix. Si le bon prix est fixé au marché, tous les acteurs doivent s'y retrouver, c'est-à-dire le fabricant, mais aussi l'intermédiaire, que ce soit l'enseigne, la boutique, le redistributeur. Sauf que ces notions-là, elles évoluent aussi, puisque pour reprendre l'exemple d'une montre, il y a l'inflation, tout coûte beaucoup plus cher. Peut-être que l'achat d'une montre, c'est pas très urgent là, maintenant, tout de suite, avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc, est-ce que le prix d'une montre va diminuer alors? Alors, donc, tous les industries, on en parlait juste avant, là, en effet, tous les secteurs ont un peu une problématique différente, mais l'approche reste la même. Et c'est ce que nous faisons chez Pricing One, c'est quantification du besoin et de la valeur. Ça peut être différent pour une montre plutôt qu'un fromage au supermarché. On est d'accord, mais c'est la même chose. C'est comment est-ce que, au vu de l'inflation, je suppose qu'on en parlera aussi, et de mon pouvoir d'achat, comment je vais prioriser ça? Et 3, eh bien, dans le magasin ou sur le canal de distribution que vous allez trouver, quel est le juste prix au bon moment? Et ça, c'est 3 paramètres qui sont modélisables et quantifiables. Et de votre côté, est-ce que c'est le même travail pour répondre à toutes ces questions-là avec un fromage de supermarché qu'avec une marque de montre? Ah oui, alors la méthodologie est plus ou moins la même. Donc c'est relativement récent, ça n'existait pas il y a 20 ans, et c'est adaptable, que ce soit pour le grand luxe, l'horlogerie, et les produits de supermarché. Bien sûr, l'avantage concurrentiel est toujours de comprendre ce qui va se passer dans la tête des consommateurs, de modéliser et de traduire cela dans une stratégie prix qui soit gagnante pour tous les acteurs, comme je disais. J'aimerais qu'on entende quelqu'un de grande valeur, Nathalie Hardin, directrice département politique de la CCIG. Merci pour le compliment. En fait, j'allais plutôt poser une question. C'est une activité que je découvre. Je ne savais pas qu'il y avait des sociétés avec ce type d'activité. À quel moment l'entreprise va s'adresser à votre société pour fixer le prix de son produit? Quand elle est au niveau de la conception, ou bien quand le produit est fini, puis qu'ils se disent, tiens, mon Dieu, il faut qu'on mette une étiquette à combien on va le vendre? Et puis, est-ce que toutes les entreprises s'adressent à vous, ou bien qu'est-ce qui fait qu'en fait une entreprise va s'adresser à vous? Alors, il y a beaucoup de questions, mais elles sont toutes intéressantes. Vous ne saviez pas parce que, en effet, cette méthodologie, cette approche, ce secteur est relativement récent. Comme je disais, 20 ans. 20 ans, ce n'est pas grand-chose. C'est connu pour, par exemple, des choses comme Uber, qui, avec de l'ajustement dynamique, ce n'est pas du tout praticable pour le luxe ou pour les biens de grande consommation. Donc ça, c'est nouveau. Ce qu'il nous faudrait, c'est plus de awareness, entre guillemets. C'est pour ça qu'on est ici, par exemple. La deuxième chose, c'est quand est le bon moment pour s'adresser à nous? C'est à n'importe quel moment, que ce soit pour de l'innovation. Donc, il y a des innovations qui viennent, des sociétés d'innovation qui viennent nous voir très tôt pour savoir qu'est-ce qui va fonctionner, à quel prix et comment est-ce que je vais me positionner par rapport à la concurrence. Le jour où Benjamin veut lancer son soda, il doit venir me voir. La deuxième chose, c'est une entreprise qui est là depuis une centaine d'années, va pouvoir se demander où est-ce que j'en suis aujourd'hui et comment est-ce que je peux continuer à garder ma croissance ou mes parts de marché, alors que, par exemple, il y a des changements structurels, la Covid hier ou encore aujourd'hui, et bien sûr l'inflation.
D'accord, c'est plutôt des grosses entreprises qui s'adressent à vous. Pas Alors, forcément des c'est petites. c'est relativement gros, disons, typiquement à partir de 30-50 millions de chiffre d'affaires par pays. Oui, c'est pas pour mon cas là, donc tout de suite. Mais on va continuer en tout cas de parler de tout ça. Vous restez avec nous. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Comment établir le juste prix ou plutôt le meilleur prix, hein. On voit toujours cela avec le CEO de Pricing One, Ji-Hoon Dirks, qui est toujours en notre compagnie. On en parlait hors antenne. Oui, le prix, c'est une chose, mais il n'y a pas que le prix dans la valeur d'un produit. Si moi, je suis un féru de nouvelles technologies, ce nouvel iPhone à 1500 francs, je trouve ça super. Quelqu'un d'autre, ça n'aura pas du tout la même valeur parce qu'il n'en a pas besoin. Ah oui, tout à fait. Donc, merci Benjamin. Donc, il y a deux choses à réaliser. C'est ça qui va débloquer beaucoup de conversations prix. Un, il n'y a pas un seul consommateur. Quand on dit le consommateur n'achète plus ceci, le consommateur a une baisse de pouvoir d'achat, c'est pas vrai. Il y a plein de genres de consommateurs qui veulent des choses différentes. La deuxième chose, c'est il y a plein d'autres choses que le prix pour augmenter le prix moyen de sa gamme, de sa production en tant qu'industriel et distributeur. En réalité, il y a 15 possibilités d'augmenter le prix sans augmenter les tarifs. Est-ce qu'on pourra en entendre une ou deux pour qu'on puisse comprendre? Oui, par exemple, on ne pense jamais à l'assortiment. Donc, on en parlait justement. Il y a plusieurs types de consommateurs qui veulent différents produits. En ajustant correctement les produits par canal de distribution, par exemple, que ce soit le petit supermarché du coin ou le grand hyper ou en e-commerce, déjà, on a une optimisation de prix. Ou en proposant des innovations qui vont être plus attractives en termes de profit pour un certain segment qui peut se permettre ce genre de choses, même en période d'inflation ou de récession. Et comment est-ce que vous, justement, vous en faites du profit? C'est-à-dire qu'on vient vous voir, on établit des choses, et ensuite, on n'a plus besoin de vous. Vous avez fait le boulot. Oui, tout à fait. Alors, en 2-3 ans, une société qui ne sait rien du prix peut devenir autonome. Donc ça, c'est public. Nous avons rendu autonome le groupe Bell avec donc les fromages que l'on connaît bien, comme la vache qui rit, le boursin, etc., en 2 ans et demi, sur 14 pays, 7 marques. Donc ça, c'est par exemple, petit à petit, non seulement on guide, on approche, mais on transforme et on forme les équipes commerciales de sorte qu'ils puissent intelligiblement travailler sur leur stratégie de prix dans le futur. Mais ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est du long terme. Ah oui, c'est du court et long terme en fonction de 2 ans, 2 ans et demi. On n'arrive pas comme ça avec un prix magique en disant hop, maintenant il faut que ça Non, coûte il n'y a tant. rien de magique, non. Tout à fait. Il n'y a rien de magique, mais les bonnes nouvelles, c'est que ce genre de choses est quantifiable, prédictible et largement amplifiable. Une fois qu'on comprend comment ajuster le prix et comment créer plus de valeur auprès des consommateurs adéquats. Nathalie Ardine. On sait que la Suisse, on dit toujours l'îlot de cherté, et que certains produits, certains distributeurs ou certains fabricants, quand ils vendent leurs produits en Suisse, ils le vendent plus cher que s'ils le vendent par exemple en France, parce que le consommateur a davantage de pouvoir d'achat. Est-ce que vous aidez aussi les entreprises, dans ce type de cas, à dire, pour la Suisse, vous pouvez... Oui, c'est une plus bonne cher. question. Est-ce que le bon prix est le même prix partout en fait? Ah oui. C'est pas le même prix partout. Quand on voit les étiquettes sur certains objets ou bien avec les prix dans les différents pays, on voit bien que c'est pas le même prix. Alors oui, tout à fait. Donc il y a de nouveau 2 questions dans la même. La première, c'est en effet, par pays, on a différents consommateurs qui ont différentes perceptions de valeur et différents pouvoirs d'achat. La Suisse est un cas particulier en effet. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas parce que c'est ainsi que la Suisse est isolée du monde et que dans un espace européen, il y a des stratégies tarifaires que l'on doit regarder par rapport à l'Europe et à l'Union européenne, juste à côté, de sorte qu'on est quand même une convergence des tarifs. Donc tout cela ne s'opère pas comme si on était en effet des îles désertes ou des îlots. Et sur la notion de l'inflation, justement, parce que là, tout prend l'ascenseur, donc tous les prix aussi. Est-ce qu'on peut utiliser un de ces 15 leviers pour ajuster les choses? Alors, c'est pas un, c'est les 15 en même temps. Donc, ce qui s'est passé, on le voit très fort, et tout le monde, tous vos auditeurs s'y retrouveront, c'est 2022 a été la grande année de perturbation des prix. Tout le monde a essayé de passer tout ce qu'il pouvait en prix. Surtout pendant le premier semestre. Ah, mais j'ai l'impression que de toute façon, tout passait par l'Ukraine. D'un coup, on a dit, mais ça, c'est à cause Voilà, de l'Ukraine. oui. Pour toutes les raisons, et avant, il y avait les pénuries. Donc,
passage de prix. 2, maintenant que les prix sont passés, un peu à tort et à travers, on ne sait pas si on est industriel ou distributeur, ou magasin ou boutique rue du Rhône, on ne sait pas si les prix sont optimaux par rapport au marché. On a perdu une partie de cet équilibre valeur-prix que l'on a tissé pendant les années. La deuxième question que les industriels et les distributeurs vont se poser, c'est comment est-ce que je peux reconverger vers quelque chose d'optimal et comment est-ce que je me positionne aujourd'hui par rapport à ma concurrence qui, elle aussi, a bougé ses prix. Dans tous les sens. Donc 2023, ça va être la grande année où on va essayer de trouver d'une manière mondiale un rééquilibre valeur-prix et aller chercher d'autres leviers comme les 15 ensemble dont on parlait, qui s'articulent de manière intégrée. Somme toute, vous avez créé une société qui ne s'arrêtera jamais finalement, parce que ces notions, elles seront toujours là. Ah oui, donc on existe depuis 2019. On double nos clients tous les ans et notre chiffre d'affaires ainsi. Et le potentiel du marché, selon McKinsey, va être au moins x2. Et pour nous, je crois qu'un x10 ou x100 pourrait être possible. Tout ça à partir de Genève. Le CEO de Pricing One, Ji-Hoon Dirks, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Nous allons parler croissance, nous allons parler études. Bonjour Sylvain Weber. Bonjour. Vous êtes co-auteur de l'étude sur la croissance dont nous allons parler, professeur à la HEG Genève. Alors, en 2019, la CCIG avait lancé cette étude sur la croissance économique à Genève. On en avait déjà parlé. Deuxième volet de cette étude, qu'est-ce que l'on peut en dire ? Alors, on avait parlé du deuxième volet déjà, mais on est content de pouvoir en reparler de toute façon. C'est une étude qui date déjà, du coup, d'il y a à peu près 2 ans. Donc, dans ce deuxième volet, ce qu'on a fait, c'est essayer de collecter le point de vue des entreprises vis-à-vis du développement durable, des dimensions à la fois environnementales mais aussi sociales du développement durable, parce qu'on en parle généralement de manière assez générale. Quand dans la première partie de l'étude, on avait étudié la croissance, on avait abordé un point de vue plutôt macroéconomique, agrégé. Et là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de descendre au niveau des entreprises pour voir ce qu'elles pensaient de ces concepts-là. On a appris il y a quelques jours que les Suisses s'intéressaient énormément à l'écologie, à l'environnement, au développement durable. On le voit aussi chez les entreprises ? Exactement, ouais, c'est ça. Donc c'est ça le constat principal, qui est en soi pas très étonnant dans le fond, c'est que si on... C'est l'air du temps. Hein. Voilà, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose maintenant. On a bien compris que ça va pas aller si on continue de la même manière. Donc les entreprises sont tout à fait favorables au développement durable. Maintenant, là où ça coince un petit peu encore, et en tout cas à l'époque de l'étude, c'est que la mise en œuvre est un peu plus restreinte. C'est-à-dire que les entreprises qui pensent que c'est bien, c'est la quasi-totalité. Par contre, celles qui mettent en œuvre maintenant des mesures, elles sont encore relativement minoritaires, même si ça change. Et c'était aussi un des éléments marquants de l'étude. On est parti en 2019 avec l'idée d'analyser la croissance. Au fur et à mesure qu'on faisait cette analyse, les choses changeaient. Aussi à l'intérieur du groupe de discussion qui chapeautait l'étude. Et petit à petit, on s'est orienté vers une étude de la croissance durable, voire même de la décroissance. Alors justement, ça c'est un mot-clé qui peut faire peur, ça, pour certaines entreprises, la décroissance. Quand on veut bien faire les choses, est-ce qu'on les fait automatiquement moins vite ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, je veux avoir des notions de développement durable. C'est important. Je veux arrêter de tout faire venir par avion. Forcément, je vais être pénalisé sur d'autres choses. Évidemment. Alors, il faut faire une distinction entre décroissance et croissance durable. Parce que la croissance durable, elle reste... pour l'instant, c'est la croissance durable. Okay. Pour bien faire les choses, alors... Dans un premier temps, probablement que ça coûte un petit peu plus cher, mais après, on pourrait revenir vers Pricing One pour se dire, est-ce que les consommateurs sont pas prêts à valoriser en fait le fait que les entreprises se comportent bien ? Et c'est probablement le cas, et probablement que la plupart des entreprises l'ont aussi compris, c'est-à-dire que si on met en avant, et il ne faut pas que ce soit du greenwashing évidemment, parce que sinon ça se retourne contre l'entreprise, mais si l'entreprise arrive à démontrer par des faits objectifs qu'elle fait correctement son travail, qu'elle fait mieux que les autres en termes environnementaux, en termes sociaux, c'est probablement aussi un argument de vente. Tiens, je vais vous dire que vous êtes d'accord avec ça ? Alors oui, ça doit être quantifié, parce qu'en effet, si on a des entreprises qui investissent dans la croissance durable, le développement durable, toujours bien comprendre quelle est la propension à payer ou à payer plus pour des produits équivalent. Par exemple, on a un exemple récent qui est une ligne végane qui n'est pas nécessairement dans l'alimentaire, qui était une riche idée d'innovation. Et en fait, nos analyses et notre quantification a montré que peu de gens seraient intéressés. Ça, c'est relativement normal car c'est niche. Mais plus intéressant,
personne ne voudrait payer 1 franc de plus pour ce produit. Donc ça, ce n'est pas un bon développement. Il y a beaucoup d'autres modèles qui fonctionnent, mais par exemple, l'entreprise a gagné 2-3 ans de pertes en ayant quantifié ça à l'avance. Donc oui, c'est porteur, attention, bien le quantifier. C'est peut-être l'inverse, en fait, alors, qui est l'inverse de porteur. C'est que si on se comporte mal, là, ça peut faire très mal pour l'entreprise. Donc, oui, tout à fait. Avec l'évolution maintenant des mentalités des consommateurs, de manière générale dans la population, on est presque obligé en tant qu'entreprise de faire attention à ces aspects-là. Si on n'y fait pas attention, on s'expose probablement à des cas assez critiques. Et alors, le gros mot, justement, décroissance, consommer moins. Là, est-ce que, je veux dire, c'est un problème pour une entreprise si on voit que les gens sont prêts à moins consommer? Et qu'est-ce qui ressort dans l'étude sur ces notions-là? Alors, ça tombe bien parce qu'on est à la veille du Black Friday. Oui. Et probablement que dans certains pays, on pourrait sans doute se contenter de consommer un peu moins. Donc, pour certains pays, la décroissance, c'est sans doute envisageable. Si on réfléchit à un terme global maintenant, au niveau mondial, c'est probablement beaucoup plus compliqué. Comment dire à des pays qui sont en voie de développement maintenant, les gars, attention, il faut arrêter. On va revenir en arrière. C'est presque indécent de ce point de vue-là. Donc, s'il y a décroissance, mais c'est vrai aussi à l'intérieur d'un pays, c'est-à-dire qu'il y a de l'inégalité, pas énormément en Suisse, on est plutôt bien loti à ce niveau-là, mais prenez les États-Unis où il y a beaucoup plus d'inégalités. Comment faire pour qu'on mette en place un système dans lequel on décroît? Qui est-ce qui doit supporter les coûts de cette décroissance? Qui est-ce qui doit consommer moins? Est-ce que certains ont le droit de consommer plus? Donc il y a pas mal d'aspects sociaux et philosophiques même, je dirais, qui... Mais justement, est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises ont conscience du rôle qu'elles jouent dans... je veux dire, on est tous finalement un rouage dans quelque chose de beaucoup plus grand. Est-ce qu'on a conscience de ça? Alors, je reviens sur l'étude maintenant plus précisément. Oui. Et alors justement, c'est un des points qui nous a permis, qui a été mis en évidence par l'étude, c'est que quand on demandait aux entreprises qui n'ont pas encore mis en place des mesures visant à mieux se comporter vis-à-vis du développement durable, elle soulevait que, de toute manière, leur impact individuel est tellement faible par rapport à cet énorme problème qu'est le changement climatique, par exemple, que ça n'a pas de sens, c'est pas nécessaire qu'elles, individuellement, fassent quoi que ce soit. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Nous parlons croissance au travers d'une étude dont le co-auteur est Sylvain Weber, toujours avec nous, professeur à la HEG Genève. Nous parlions des pays en voie de développement il y a quelques instants. Alors, on fait comment pour que des pays puissent suivre la voie de la croissance sans non plus commettre les erreurs que nous avons effectuées? Alors pour ça, il faut une bonne coopération internationale. Alors on en prend peut-être le chemin, on revient encore à l'actualité il y a une semaine maintenant. On a à l'issue de la COP27 un accord qui a été trouvé pour financer un fonds qui viserait à... Pardon, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est tiédasse. Ouais, mais c'est un début, c'est un petit pas, c'est mieux que rien. Donc, si on arrive à mettre en place une coopération de ce type-là, on peut imaginer que dans le futur, on est encore un pas plus loin et qu'on se dise, ce fonds, pour l'instant, il vise à contrecarrer les problèmes qui sont causés par le réchauffement climatique. Maintenant, si on veut prendre le problème à la racine, il faut éviter de le créer, ce réchauffement climatique, pas juste réparer les choses, donc pas juste s'adapter. Et là, si on arrive déjà à mettre en place ce fonds et qu'on se dit on va l'utiliser pour transférer des technologies des pays avancés vers les pays moins avancés, typiquement si on pense aux pays qui ne sont pas encore très développés en termes d'infrastructures liées à l'automobile, voilà, leur dire tout de suite on va mettre en place un système électrique plutôt que d'installer des pompes à essence partout. Ce serait tout ça de consommer en moins en termes d'énergie fossile. Mais c'est ce que je trouve assez compliqué finalement. Ce sont ces notions micro versus macro. On parle de croissance économique à Genève, ce qui est quand même la thématique de cette étude. Et en même temps, on est obligé de s'intéresser aux pays où on voit de développement à l'autre bout du monde. Alors on parle aujourd'hui de chaque kilowattheure, parce qu'on parle d'électricité à Genève, et le conseil fédéral dit comme ça, chaque kilowattheure compte. On peut faire la même analogie au niveau mondial et dire chaque baril de pétrole non consommé compte aussi. Et ça, où qu'on se place autour du globe, parce que le réchauffement climatique, il est global. Qu'on consomme un litre de pétrole en Suisse ou au sud de l'Afrique, ça reviendra exactement au même pour ce qui concerne le réchauffement climatique. Et je me mets à votre place parce que cette étude a démarré en 2019, s'est achevée en 2021, dans le courant de l'année 2021. Mais le monde a eu le temps de changer, en fait. Exact. Ouais. C'est ce que je relevais tout à l'heure, c'est qu'au fur et à mesure de l'étude,
L'environnement a changé, alors on a l'habitude de ça, mais c'est vrai que là, c'était particulièrement marqué et rapide, et ça a encore peut-être même plus changé depuis la fin de l'étude, de 2021 à maintenant. On voit tout ce qui s'est passé, donc on a probablement encore eu un changement des mentalités, et on espère que ça va changer aussi les mesures qui sont mises en place. Ça va accélérer ces mesures qui sont mises en place par chacune des entreprises qui maintenant probablement comprennent que chacune d'entre elles, même si c'est un rôle qui est minime par rapport à l'échelle globale, c'est quand même un rôle qu'elles doivent jouer. Et puis c'est pareil du côté des consommateurs et de la population en général. Moi, j'ai le sentiment quand même que cette étude, dont le but est, je rappelle, d'analyser la croissance à Genève, vous êtes fait un peu rattraper par la réalité des choses. Ouais, ce qui est bien aussi, ce qui prouve qu'on était parti sur une idée plutôt judicieuse et que cette étude valait la peine d'être menée. Je vais donner la parole à Nathalie Hardin tout d'abord. Oui, aux origines de l'étude, en fait, c'était à la Chambre, on se posait justement ce type de questions. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est de pouvoir d'avoir un baromètre qui permettrait de mesurer s'il y a une évolution à l'intérieur au niveau des entreprises par rapport au développement durable et à la prise en compte. Parce qu'on voyait au moment de l'étude que on en parlait, qu'il y avait une certaine volonté, mais que le passage à l'acte ne se faisait pas vraiment. Puis il faudrait pouvoir mesurer sur les années s'il y a une évolution. Parce qu'on voit, par exemple, dans la fabrique circulaire, un projet dans lequel j'étais, que des entreprises nous ont dit que leurs clients, donc leurs clients entreprises, parce qu'eux sont des sous-traitants, eh bien, demandaient de plus en plus de certifications, etc. etc. Donc, si on pouvait mettre sur pied un baromètre de la sorte, ça permettrait de documenter les choses. Historiquement, ce serait intéressant. Et puis, on verrait si tout ce qu'on dit en faveur du développement durable porte ses fruits et si vraiment on passe de la parole aux actes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Sylvain Weber, co-auteur. Normalement, c'est prévu. C'est prévu. Le département de l'économie est en train de réfléchir justement à une boussole durabilité ou un baromètre durabilité, je ne sais pas exactement. On gardera votre place pour revenir en parler avec beaucoup de plaisir. Co-auteur de cette étude, professeur à la HEG Genève, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. À la semaine prochaine sur Radio Lac, 14h-15h, tous les jeudis, quand vous le souhaitez, c'est sur One TV. Merci beaucoup à Noah Sherman pour la réalisation de cette émission, Nicolas Grangier pour la préparation. One TV. Programmé VOD sur onetv.ch.